Bonjour à toutes et à tous pour celles et ceux qui nous rejoignent. Merci d'être avec nous pour cette deuxième session de la Factory des idées, qui est donc organisée par la Link Up Factory. On est une entreprise qui accompagne les marques et les entreprises dans leur stratégie d'engagement en RSE et en RSM, pour responsabilité sociétale de la marque. Donc aujourd'hui, on se parle d'innovation, de changement d'échelle, de recherche de plus d'impact. Pour cette session, on va écouter trois acteurs économiques, trois entreprises engagées qui vont nous présenter leur démarche, là où elles en sont, les difficultés rencontrées, la manière dont elles y ont répondu. Alors, il y a un module pour poser les questions, mais qui ne fonctionnait pas tout à l'heure. Mais on s'est très bien entendu pour ceux qui ont posé les questions à haute voix en parlant fort. Donc, on pourra peut-être faire de la même manière pour cette session. Et on va ouvrir tout de suite avec Edwige Ray, qui est associée responsable du département RSE chez Mazars et qui va nous expliquer la manière dont le secteur de la finance est en train de se réinventer pour faire face à cette accélération du changement. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, Mazars, c'est un cabinet de conseil et d'audit. Et donc de fait, on est en lien avec les entreprises et les acteurs financiers. Et lorsqu'on parle de changement d'échelle aujourd'hui, on parle forcément d'investissement et de financement. Aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Les entreprises ont commencé à se transformer depuis plusieurs années. Mais maintenant, avec l'urgence, et notamment l'urgence climatique, il faut investir. Et aujourd'hui, on parle beaucoup donc des investisseurs, de ceux qui vont amener l'argent nécessaire pour faire ces transformations. Alors, pourquoi autant d'argent? C'est qu'aujourd'hui, pour se transformer, on en a parlé, c'est à la fois transformer la manière de se sourcer, aller chercher les produits, quels produits, faire évoluer les produits eux-mêmes. C'est aussi faire évoluer l'outil de production. Donc ça change quand même la donne. C'est beaucoup d'investissements sur du long terme. C'est faire évoluer la manière de commercialiser, de vendre les produits. Donc c'est vraiment une transformation d'entreprise. Et donc que ça soit sur les aspects sociaux, sociétaux ou climatiques. On va parler beaucoup de climat parce que voilà, aujourd'hui c'est le sujet qui est porté. Mais quand on parle de sourcing, bien sûr qu'on parle de climat, d'environnement, mais on parle aussi d'achat durable, on parle de la santé et sécurité des travailleurs, on parle du travail des enfants, de toutes ces problématiques-là. On ne peut pas parler que du climat sur ces sujets-là. Donc ça intègre énormément de choses. Donc pour ces transformations, les entreprises ont besoin de financement. Donc moi, je vais faire plutôt un focus sur les investisseurs institutionnels, c'est-à-dire les gros investisseurs, parce qu'en pratique, vous et moi sommes des investisseurs. Lorsque on décide de placer notre argent, si on décide de choisir un fonds responsable, un fonds Greenfin ou un fonds ISR, on fait un choix d'investisseurs. Ce pas forcément les mêmes montants, mais nous, on a cette capacité-là. Mais les investisseurs institutionnels, les banques, les assureurs, les fonds d'investissement, les sociétés de gestion, là on parle de milliards d'euros qui sont investis dans l'économie. Donc c'est des montants assez importants. Quand on parle de Green Deal aujourd'hui, c'est 1000 milliards. Donc on est sur des sommes extraordinaires. Et ces sommes, il va falloir les flécher pour que ça arrive aux entreprises, pour qu'elles puissent se transformer. Donc ça va être l'enjeu de la présentation. Donc, un des premiers slides que je voulais vous présenter, c'était pour montrer... Alors là, c'est toutes les réglementations depuis X années, notamment en France et en Europe. On a la chance en France d'être plutôt en avance sur le sujet, puisque tout a commencé avec la loi NRE qui a demandé à un certain nombre d'entreprises de publier des informations extra-financières. Donc, voilà, on voit qu'il y a tout... Et encore, on n'a pas réussi à tout mettre. Donc, il y a une succession de réglementations, mais qui a au début plutôt concerné les entreprises. On va dire jusqu'en 2015, on s'est plutôt intéressé à l'entreprise, à son fonctionnement interne, au niveau social, environnemental et sociétal. Et finalement, quand on regarde, les investisseurs, on a commencé en France à se pencher vraiment sur le sujet en 2015, avec la loi sur la transition énergétique et la croissance verte, un petit article qui est l'article 173, qui a demandé aux investisseurs institutionnels de publier un rapport spécifique sur leur politique d'investissement responsable. Comment ils prennent en compte les critères ESG dans leur politique d'investissement. Et c'était assez nouveau parce que même à l'époque, les banques et les assureurs qui publiaient un rapport RSE déjà à l'époque ne s'intéressaient pas trop à leurs investissements dans leur rapport. Nous, on voyait beaucoup le scope 1, les scope 2, c'est-à-dire les consommations d'énergie, les déplacements des collaborateurs. Par contre, les investissements, on n'en parlait pas. C'était assez éloigné, le scope 3, c'était compliqué, on ne le faisait pas. Et là, la donne a changé. À un moment donné, on demandait à des acteurs de donner de l'information. Certes, pas de contrainte, mais dès qu'on demande de mettre de l'information sur la place publique, on a tendance à inciter
les entreprises et les investisseurs à être plutôt bons élèves. Donc il y a plutôt un petit côté vertueux sur le sujet. Et finalement, en Europe, l'Europe s'est saisie du sujet. Alors, la France a été en avance assez récemment, vous avez dû en entendre parler, avec la taxonomie européenne, donc en mars 2020, qui est un référentiel, si l'on peut dire, un standard, qui permet d'identifier les entreprises dites vertes pour le changement climatique, les entreprises de transition et les autres, qui a pour objectif d'aider les investisseurs à flécher leur investissement. C'est ce qu'il y a derrière tout ça. Et à entamer une transition. Et un autre règlement, la réglementation Disclosure, qui est sortie à peu près au même moment, qui va demander à partir de mars 2021 aux investisseurs européens de publier un rapport similaire à ce que fait la France aujourd'hui. Donc demain, tous vont devoir donner de l'information sur les critères qu'ils prennent en compte dans leur politique ESG. Et ça, c'est quand même une sacrée évolution. Donc pour ça, dès qu'on a une politique d'investissement, à un moment donné, il faut avoir des produits. C'est un des sujets par la suite, et c'est inventer un autre mode de financement. Alors après, il faut être tout à fait réaliste. Ces investisseurs, les banques et les assurances, quand elles placent leur argent, c'est d'abord pour avoir un profit économique. Elles ne font pas ça que pour l'aspect ESG, c'est aussi pour que ça soit économiquement viable. Donc il y a les deux critères qui restent toujours en ligne de compte. Là, l'idée, c'est d'intégrer des critères complémentaires dans la décision d'investissement. L'économique restera toujours un point important, mais il y aura d'autres critères qui pourront empêcher certains investissements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans des politiques d'investissement, on peut avoir, ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est des exclusions. Je n'investirai plus dans le charbon. Voilà. C'est des éléments de décision. Et puis après, il y en a qui vont beaucoup plus loin, qui définissent des critères par rapport à des indicateurs en disant telle entreprise, elle n'a pas atteint ce seuil-là, je n'investirai pas. Ou elle a telle activité, ça ne m'intéresse pas, je n'investirai pas, même si économiquement c'est intéressant. Donc on va vers des évolutions et des choix d'investissement. Donc, dans les types de produits et les outils qui existent, alors j'en ai cité quelques-uns, mais c'est en train d'évoluer. Le premier que vous connaissez, c'est tout ce qui est fonds. Les fonds d'investissement, on vient d'en parler. C'est des fonds qui vont vous promettre, soit thématiques ou autres, que vous investissez dans des projets durables. Voilà, donc c'est les fonds, en France, il y a des labels qui existent, comme le label ISR. C'est des fonds labellisés, il y a un audit qui est derrière sur le sujet, qui vous garantissent le respect d'un certain nombre de critères. C'est le label Greenfin aussi, qui est un label, pareil, qui va vous assurer que les projets qui sont dans ce fonds sont nécessairement, n'intègrent pas notamment du charbon. Alors il y a aussi le critère du nucléaire et un certain nombre de critères liés à l'économie durable, etc. Donc ça, c'est des choses qui vont vous garantir que vous investissez dans des fonds qui vous conviennent. Donc après, à vous de lire les notices, notamment sur les fonds ISR, parce que ce ne sont pas que des fonds environnementaux, mais en tout cas, vous avez une certaine garantie pour, en tout cas, les épargnants éclairés. Donc ça, les fonds, c'est un élément de base qui existe depuis plusieurs années. Par contre, ce qu'on a vu fleurir et ce qu'on voit évoluer de plus en plus, un sujet qui est assez important, c'est le sujet de la dette. Les entreprises se financent beaucoup avec des obligations, donc ce qu'on appelle tout ce qui est bonds sur le sujet. Et on a vu fleurir depuis plusieurs années, tout dans un premier temps, les green bonds et ensuite les social bonds. Tout ça est encadré par les Green Bond Principles, qui sont, c'est une norme internationale qui définit un certain nombre de critères et qui permet de dire que dans les Green Bonds, vous n'aurez qu'un certain type de projet. Et ça permet aussi aux investisseurs de flécher. Quand une entreprise émet un Green Bond, elle va attirer un certain nombre d'investisseurs qui veulent aller vers ces sujets-là. Donc avoir des dettes vertes ou des dettes socialement responsables, ça, ce sont des sujets que l'on voit plus en plus et qui permettent un financement beaucoup plus responsable. Donc ça, c'est un premier sujet qui est intéressant à souligner. Pour autant, la question qui se pose, c'est de se dire, aujourd'hui, si on finance que les entreprises vertueuses, il va y avoir deux sujets. D'abord, il y a un sujet potentiellement de bulle, dire on va tous investir sur les entreprises vertueuses, et qu'est-ce qu'on fait des autres ? Aujourd'hui, il y a un vrai sujet de transition. Et on peut pas, si on les laisse certaines de côté, alors il y a des problématiques de dire on peut laisser celles qui ne veulent pas changer sur le côté, ça va faire de la casse sociale et ça va être compliqué, c'est un choix. Ça peut accélérer une transition. Il y a aussi le sujet, est-ce qu'on peut les accompagner à évoluer ? Et ça, c'est une réflexion que les investisseurs ont aujourd'hui. Et notamment, on a un assureur et une banque, AXA et Crédit Agricole, qui, au dernier trimestre 2019, ont inventé un nouveau concept, c'est les obligations de transition.
Alors, il n'y a pas de standard aujourd'hui sur le sujet, c'est quelque chose d'assez nouveau, mais l'idée derrière tout ça, c'est de se dire, on va financer les entreprises pour qu'elles réduisent leur empreinte carbone. Donc, on va les aider à faire des projets leur permettant de faire une transition et de réduire leur empreinte, c'est-à-dire passer du charbon au gaz naturel ou à l'électricité, etc. Donc, aider à faire cette transition-là et aller vers des sujets plus durables. Aujourd'hui, sur ces sujets-là, on n'a pas de standard. Pour autant, ce type d'initiative permet d'aller vers une transition très intéressante puisque les entreprises vont être plus durables sur un certain nombre de sujets. Donc ça, c'est des initiatives que l'on voit arriver et qui sont créées par les investisseurs eux-mêmes. Il n'y a pas de cadre sur ces sujets-là. Ce qu'on a vu arriver également très récemment, c'est les Sustainability Linked Bonds. Là, l'idée, c'est pas de financer un projet green, c'est de financer une entreprise qui prend des engagements très clairs sur un certain nombre de thématiques très liées au changement climatique aujourd'hui, mais ça pourrait être du social, ça pourrait être du sociétal, et de dire, OK, on vous finance à un certain taux, vous avez des objectifs avec une certaine durée, liés à la durée du prêt. Si vous les atteignez, très bien, on garde le taux. Si vous ne les atteignez pas, dans ces cas-là, eh bien, votre taux va augmenter. Donc avec une incitation financière à utiliser ce type de financement. Les objectifs sont bien notés, sont publics sur le sujet et il y a un audit derrière. Tout est vérifiable, ce n'est pas que du déclaratif. Donc ça, c'est quelque chose qui a notamment été fait avec l'énergéticien Enel en Italie, qui est le premier qui a émis ce type de dette un peu différente et qui, lui, a pris des engagements très forts en termes de transition énergétique puisqu'il a indiqué qu'il aurait atteint en 2021 55% de sa capacité d'énergie renouvelable. Dans toute sa production d'énergie, il aurait mis 55% d'énergie renouvelable. 2021, c'est demain. Donc finalement, on a un temps assez proche par rapport à la dette et ça lui permet de se transformer également puisqu'il se finance d'une meilleure manière sur le marché. Bien entendu, ce sujet des financements verts marche plutôt bien quand les taux sont élevés. Quand les taux sont bas, c'est plus compliqué. Alors, c'est une des problématiques aussi dans les banques aujourd'hui, notamment la banque de détail, c'est-à-dire qu'on pourrait financer autrement l'entreprise, c'est-à-dire que vous et moi, on pourrait avoir des prêts plus intéressants si on achète une voiture électrique. Mais avec des taux très bas, aujourd'hui, ils ne sont pas assez concurrentiels sur le sujet. Donc il y a aussi un sujet marché qui est compliqué sur des financements moins importants. Mais ça marche très bien sur des très gros financements, puisque là, il y a un intérêt beaucoup plus important pour les entreprises. Ce sujet des prêts est aussi important. Vous avez sans doute dû voir qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui ont eu des prêts très spécifiques depuis, ça doit faire à peu près 1 an. On voit les crédits à impact positif. Alors là, ce n'est pas de la dette qu'on émet sur le marché, c'est un crédit qu'on prend auprès d'une entreprise en direct en négociant des taux versus un objectif. Objectif qui peut être social, environnemental ou sociétal. Là, on n'est pas uniquement sur l'aspect climatique. Et donc ça, c'est une dette bancaire et le coût va bouger avec des bonus-malus, en fait, si tous les ans, si on n'est pas dans la ligne droite de ce qu'on a défini. Et là, il y a pas mal d'entreprises qui l'ont déjà fait en France. On a EDF, on a Danone, on a Bell, on a Séché Environnement et j'en oublie, j'en suis désolée pour cela. Mais beaucoup se sont investis sur ces sujets-là pour allier à la fois quelque chose de durable de l'entreprise, évoluer, tout en finançant autrement. Donc l'investisseur a un rôle là pour le coup de donner un petit coup de pouce à celui qui est bien disant. Toujours le mieux disant va être mieux avoir un meilleur taux de prêt. Là, on est plutôt sur des prêts assez importants. Là où il y a encore quelque chose à faire, parce que tous les outils ne sont pas présents aujourd'hui, là où il y a des choses à faire, une des problématiques que l'on voit, c'est quand une entreprise décide, par exemple, de faire un projet d'investissement, par exemple, dans une région, d'une usine. Aujourd'hui, les décisions sont très liées au ROI, au retour sur investissement. Et au niveau bancaire, on voit assez peu de plus donné par la banque en disant on va plutôt prendre le projet vertueux qui a un ROI, retour sur investissement plus long, mais qui a peut-être long terme sera beaucoup plus durable et économiquement plus intéressant, plutôt que celui économiquement très rentable. Et là, sur le niveau projet, dès qu'on redescend un petit peu plus dans la maille projet, on sent qu'on a une difficulté de financement et d'arriver à faire la distinction. En fait, les entreprises n'ont pas toujours les outils pour calculer le ROI propre et le ROI actuel. Donc là, le travail pour demain, ça va être sans doute de redescendre dans la maille jusqu'aux particuliers pour proposer des produits plus durables à toutes les échelles et pas uniquement dans un financement de dette ou un financement sur les actions sur les marchés. Je vois que mon temps est arrivé au bout. Voilà. Merci. Je vous prie.
En effet. Eh bien, merci beaucoup. Alors, on va revenir sur le sourcing, ce dont vous avez parlé au début. On va parler d'amont laitier durable. Alors, on devait avoir avec nous aujourd'hui Simon Bonnet, qui est directeur à Chalais pour le groupe Bell, qui finalement n'a pas pu être avec nous. Et il en est bien désolé. Il nous a d'ailleurs fait un petit mot. Et la Link Up Factory étant partenaire de Bell depuis de nombreuses années, depuis près de 5 ans, c'est Sandrine Raffin, présidente de l'agence, qui va présenter comme ça. On va pouvoir quand même partager, mais il y a un petit mot de Simon pour vous tous. Bonjour, je suis Simon Bonnet, directeur achat lait chez Bell. Je suis désolé, mais du fait d'impondérable, je ne pourrai pas être avec vous aujourd'hui. Je voulais d'abord remercier Sandrine, qui va représenter le groupe Bell aujourd'hui au pied levé. Vous rappelez aussi que le groupe est engagé dans une transformation de son approvisionnement en lait vers un amont laitier plus durable sur ses 11 bassins laitiers. Cette transformation se base principalement sur l'implication des équipes locales internes de Bell et sur la collaboration avec nos principaux partenaires, nos producteurs de lait, pour passer d'ambitions chiffrées à des initiatives locales déployables à grande échelle. Encore un grand merci à Sandrine. Je vous souhaite une belle conférence et un bon salon ProDurable. Merci Simon. Et donc, je vais essayer d'être à la hauteur de la mission qui m'est confiée. Mais en effet, on a eu l'occasion à plusieurs reprises de travailler sur ces sujets avec le groupe Bell. Alors, la première chose, et il l'a introduit dans son discours, c'est que Bell, il a été décidé et ça, une charte signée en 2018, mais une collaboration avec WWF qui a commencé en 2012, mais d'avoir un cadre de travail qui est une charte achat-lait mondiale. Ça veut dire que ça couvre les achats de tous les bassins laitiers du groupe Bell. Bell est présent dans 80 pays, mais achète du lait aussi bien en Ukraine, aux États-Unis, au Maroc, etc. Donc vraiment dans tous les bassins laitiers, les mêmes engagements qui engagent. Et ces engagements, dont les 11 bassins laitiers du groupe Bell, c'est de travailler, et avec des objectifs donc précis et chiffrés, Simon vient de le dire, sur des modèles de production durable, et notamment pour les éleveurs, avec une rémunération, ça s'est très souvent traduit par une rémunération supérieure pour les éleveurs. Ça a été, je pense, assez connu, médiatisé en France, où Bell s'était engagé avec leur partenaire, l'APBO, à garantir une rémunération supérieure au prix du marché, mais également des engagements, et notamment avec le CIWF, une collaboration sur le bien-être animal, engagement aussi, là où c'est possible, dans tous les pays dans le monde, même si des pratiques avaient changé, c'est le cas aujourd'hui en France, sur quasiment l'intégralité de l'approvisionnement de lait pour Bell, donc l'accès au pâturage pour les animaux. Bien sûr, la qualité nutritionnelle et la sécurité alimentaire pour les consommateurs, un engagement très volontariste en ligne avec les Science-Based Targets, donc en termes d'empreinte environnementale, et essayer de localiser ou relocaliser la production. Donc, cette politique unique, exigeante, mondiale, donc là, on voit cette représentation. Ce qui est très complexe, c'est que les bassins laitiers, les productions laitières sont extrêmement différents, évidemment, entre l'Ukraine, où on a que de très grosses fermes qui sont les interlocuteurs de Bell, qui sont un héritage du passé communiste et du fonctionnement en kolkhoz dans le pays du bloc soviétique, et ex, et également des pays, évidemment, comme le modèle français, par exemple, ou ce qu'on va retrouver aux Açores, où l'accès au pâturage, évidemment, est plus facile, puisque l'herbe y est très verte et bonne à pâturer toute l'année. Donc, une démarche globale, mais ça passe en termes de management, et c'est vraiment important quand on parle de transformation, d'une transformation dans la façon de travailler, et de donner énormément d'autonomie au niveau local pour que les acheteurs laits qui travaillent pour le groupe Bell soient capables de mettre en place cette politique. Donc, une démarche globale, un engagement local, donc Think Global, Act Local, basé donc sur les acteurs locaux, donc à la fois les équipes Bell et les acheteurs laits présents dans ces 11 bassins, mais également les producteurs.
Ce qui permet aussi d'avancer sur ce sujet, c'est que Bell s'est doté d'un comité d'experts et en essayant d'avoir dans chaque bassin des experts par type de sujet, mais également soutenus par des experts qui sont des références scientifiques. Donc Jamie Jonker, par exemple, est aux États-Unis. On a aussi Ivan Tirpak qui travaille sur l'optimisation des rations alimentaires des animaux, en passant par Aurélie Varin, qui est une éthologue, qui est vraiment spécialiste des sujets de bientraitance et de bien-être animal, ou Alphonse Bellman en Hollande, qui est un pays très engagé sur tout un tas de sujets, notamment à la fois liés au bien-être animal, l'empreinte carbone des productions, la diversité alimentaire pour les animaux. Donc cette transformation, elle commence aussi par l'interne, avec des référents techniques, c'est ce que je disais, un peu spécialisés, pour que chacun, aidé aussi de ses expertises externes, puisse repartager avec les autres bassins laitiers. Donc c'est vraiment à la fois localiser les actions, mais permettre aussi dans l'interaction, donc là on parle vraiment de management, d'un pays à l'autre, parce que même si le Maroc est très différent et va se retrouver avec des sujets liés à l'irrigation, c'est extrêmement intéressant d'échanger et d'avoir cette expérience et de s'enrichir de ces partages d'expérience, et également avec ces ambassadeurs internes. Hello, I'm Marcella and I'm here for Express Yourself. Well, it's about outdoor exercise areas offered for cows in Slovakia. Farms delivering milk to Bell in Slovakia are large farms with average count of cows 150. It's not always feasible to ensure grazing for cows. As we have committed in the Animal Welfare Charter to allow cows to behave naturally, we have chosen a pilot farm who have set the outside exercise. Alors, je vais vous expliquer la démarche Farming for the Future. Mais donc, vous voyez, en fait, ce sont des outils de communication interne pour aussi permettre à tout l'interne de comprendre ce qui est en train de se faire dans tel et tel pays, quels sont les projets pilotes. Puisque, au-delà de la charte avec des engagements chiffrés, qui est accessible sur le site du groupe Bell, il a été décidé de mettre en place un projet Farming for the Future pour justement essayer de voir si on pouvait tester des démarches porteuses pour l'avenir et qui allaient permettre à Bell d'atteindre ses objectifs sur son engagement mondial. Alors, Farming for the Future, c'est donc un programme où là, on n'a pas du tout, Bell a décidé de ne pas du tout travailler en top-down, mais vraiment en bottom-up, donc d'aller regarder et en demandant aux acheteurs laitiers d'aller trouver des projets locaux sur les différents sujets de la charte, donc aussi bien une meilleure rémunération, la qualité du lait, l'accès au pâturage, la problématique de la traite avec les robots, etc., des sujets, la méthanisation, etc., des sujets qui sont extrêmement variés, mais que dans chaque pays, les acheteurs laits aillent repérer une, deux, ça a commencé par une, maintenant il y en a d'autres. Donc on anime en fait le comité et la démarche avec le groupe Bell, mais d'aller chercher donc ces démarches identifiées comme étant portées déjà par des agriculteurs présents. Parce que ça, on le trouve partout, plutôt que de se dire on va aller vers une démarche idéale, partons d'une démarche qui est déployée sur le terrain, qui est efficace, regardons aussi son impact économique, son impact en termes d'organisation pour les fermiers. Est-ce qu'il est possible de faire un changement d'échelle? Donc s'il est possible de faire un changement d'échelle et que les experts avec qui le groupe interagit trouvent intéressante la démarche, eh bien, passons à ce stade ensuite de changement d'échelle. Donc là, on est sur une première étape, qui est cette étape donc d'identification, qui a été fait dans 6 pays pilotes, bientôt rejoints par d'autres pays, et sous la houlette du comité d'experts que je vous ai présenté. Donc cette démarche, l'idée ensuite, c'est qu'elle puisse être amplifiée à tout l'écosystème. Donc on dit souvent dans le monde agricole que le meilleur moyen de transmettre des nouvelles pratiques, c'est au-dessus de la haie. Et donc là, c'est de donner aussi la parole aux éleveurs pour que justement ils puissent non seulement raconter la belle histoire, mais dire les difficultés qu'ils ont pu rencontrer. Et encore une fois, les aspects économiques qui sont majeurs, surtout que le groupe Bell a décidé de tendre vers un approvisionnement pour nourrir les animaux qui soit local. Donc le groupe est déjà engagé sur la non-déforestation, mais comment arriver à reproduire des protéines locales pour nourrir les animaux. Et donc, il y a des programmes de développement local qui ont été entièrement à partir des projets Farming for the Future, donc qui existent depuis bientôt
ça sera bientôt 4 ans. Donc l'idée, ça a été par exemple au Maroc de travailler sur la qualité du lait. Et donc le travail a vraiment été de former, d'accompagner, partager des bonnes pratiques, encore une fois à partir du terrain, pour améliorer la qualité du lait. Donc, ce qu'il faut retenir de cette démarche de Farming for the Future et de l'engagement du groupe, d'abord, c'est une démarche sur le long terme et dans le cadre de la charte, d'avoir une ambition chiffrée. Là, je me permets un commentaire. Aujourd'hui, il faut que les ambitions soient chiffrées. Il faut des objectifs, des scorecards, et on ne peut pas avoir de stratégie RSE qui tienne, qui soit viable, sans avoir d'ambition chiffrée. C'est le cas de cette charte. Ensuite, transformer la manière de travailler en interne et de travailler aussi avec l'externe, beaucoup plus fluide, beaucoup plus agile, avec une délégation aussi locale, une conscience aux acteurs locaux, une fois que les grandes lignes ont été définies, et également de jouer le partage d'expériences, vraiment comme dans des animations de réseau. Co-construire aussi à chaque étape, aussi bien avec les partenaires agricoles, mais vous avez entendu que la charte a été aussi réalisée avec l'aide de WWF, du CIWF, mais aussi d'autres parties prenantes. Donc vraiment de rester en interaction avec ces parties prenantes et d'avoir un cheminement qui va se faire en coévolution. Et puis une incarnation par les acteurs du quotidien pour inciter, changer d'échelle, quelle que soit la communication. Quand on veut inciter, changer d'échelle, dans n'importe quel milieu, parce que moi qui travaille beaucoup sur les changements de comportement, je peux attester que ça fonctionne sur les changements de comportement. C'est vraiment travailler le plus possible avec ce maillage d'acteurs locaux qui sont fiers de trouver eux-mêmes les solutions et de la partager avec leurs pairs. Voilà pour cette démarche que j'espère vous avoir présentée fidèlement. Merci de votre attention. Alors, on va changer de sujet et de secteur. On va passer sur ce qui se passe à l'intérieur de la maison avec Marianne Guillet, qui est responsable marketing chez Mapas Pontex et qui va nous expliquer un peu comment les choses ont été menées ces derniers mois pour structurer la démarche RSE. Voilà. Je laisse la parole à Marianne. Alors, je suis très grande, comme vous pouvez le voir, donc je vais remonter un tout petit peu le micro. Je voulais déjà remercier du coup Isabelle de nous avoir permis d'échanger avec vous sur la façon dont on avait lancé cette démarche. C'est quelque chose d'assez nouveau chez nous, puisqu'on est un groupe industriel, Mapas Pontex, qui fabriquons des gants et des éponges. Et en fait, c'est une démarche qui nous semblait intéressante de partager avec vous, de vous expliquer un petit peu comment elle était née, les freins qu'on avait pu rencontrer, ce qui avait facilité sa mise en place également, et puis vous de la présenter simplement et de pouvoir échanger avec vous sur ce que ça pouvait vous inspirer, si vous aviez des recommandations, des actions. Voilà, on en est un peu à une première étape. On a maintenant des fondamentaux qui sont là, et on voudrait aller aujourd'hui plus loin. Donc tout d'abord, je voulais vous présenter, vous expliquer un petit peu la genèse en fait du projet. Au départ, en fait, c'était fin 2018. Il y a une volonté en fait d'engagement en interne qui a été assez forte et partagée à tous les niveaux hiérarchiques de l'entreprise. Donc au départ, cette volonté, elle a été exprimée plus particulièrement par les équipes de développement produit, donc les équipes marketing R&D, mais c'est vrai qu'elle était partagée par beaucoup de gens dans l'entreprise. On a ce qu'on appelle l'I Day, qui est une journée une fois par an où on sollicite l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise dans les 80 pays où on est distribué sur toutes leurs idées d'innovation, leurs idées de transformation de l'entreprise. On leur demande en fait ce qu'ils pensent du changement, ce qu'on pourrait optimiser. Et il y avait beaucoup de sujets autour de la RSE. Et on s'est rendu compte en fait qu'il y avait beaucoup d'initiatives également locales qui étaient faites un peu partout, que ce soit dans nos usines, que ce soit par les commerciaux, que ce soit aussi chez nos fournisseurs ou dans nos services achats, mais qu'on n'avait pas en fait d'objectifs clairs, on n'avait pas de stratégie RSE à proprement parler, et qu'on avait besoin aussi de hiérarchiser tout ça.
Donc cette volonté, elle a été, donc, comme je vous le disais, initiée par les collaborateurs. On avait beaucoup également de demandes lors des entretiens de recrutement sur quelle était notre politique, ce qu'on comptait faire, ce qu'on faisait et ce qu'on comptait faire. Donc on a senti une urgence aussi à mettre en place des choses. Et ça a été, je pense, comme beaucoup d'acteurs de la distribution, accéléré par les changements réglementaires qu'on peut vivre d'un point de vue packaging et autres, et par la pression consommateur et grande distribution. Donc c'est vrai que voilà, on a des enseignes type Tesco en Angleterre qui sont très acteurs depuis plusieurs années, qui nous ont permis aussi d'accélérer notre changement. On a mis en place des partenariats avec TerraCycle pour le recyclage de tous nos gants jetables. C'est la marque Spontex dans ce pays-là. Mais du coup, ça nous a permis d'accélérer en fait toutes nos démarches aussi d'éco-conception qui pouvaient exister jusqu'à présent. Donc, comme je vous le disais, c'est un projet qui a été initié par le collaborateur, renforcé, accéléré par tous les changements réglementaires et la pression consommateur, et surtout porté par notre direction. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir un comité de direction qui a une vision pour l'entreprise. Alors, on n'a pas des directeurs qui sont spécialement écologistes ou humanistes, mais ils ont bien compris qu'une entreprise qui voulait avoir une croissance pérenne, c'est une entreprise qui avait besoin aussi de développer sa croissance de façon durable et de prendre à bras-le-corps tous ces engagements. Et donc, ils nous ont vraiment permis de mettre en place cette politique. Donc, on avait, comme je vous le disais, les bases pour pouvoir avancer. Après, tout n'a pas été aussi simple et aussi rapide surtout que ce qu'on voulait, parce que comme je vous le disais, on a commencé à réfléchir à ça fin 2018. La première chose qu'on a vue, c'est qu'une telle démarche, ça nécessitait déjà beaucoup d'humilité et d'accepter de procéder étape par étape. Comme je vous le disais, on a un groupe industriel. Notre entreprise de cellulose qui permet de faire nos éponges est basée à Beauvais. C'est une entreprise qui date de 1932. Donc, c'est une entreprise qui est lourde d'un point de vue process industriel, qui se transforme peu à peu, mais on ne peut pas non plus décider du jour au lendemain de tout révolutionner et de tout changer. Et le risque, en fait, à vouloir tout bouleverser, c'est juste de ne rien faire. Donc, c'est pour ça qu'on a dû aussi accepter de procéder par étapes, de bien hiérarchiser les chantiers, de bien regarder quels étaient là où il y avait vraiment une action prioritaire à mener pour avoir un impact environnemental ou sociétal important, parce qu'on peut sinon vite se laisser submerger par le type d'action possible à prendre. Le deuxième point, c'est qu'on a, pour lancer ce type de démarche, besoin de temps et besoin également de méthode. Nous, on n'avait pas forcément... On n'est pas une très grosse entreprise. Hein, on est un groupe avec... au siège, on est 150 collaborateurs à peu près. Et on n'avait pas de démarche RSE avant 2019, à proprement parler, comme je vous le disais. Et pour pouvoir lancer ce type de démarche, il y a besoin de temps pour mobiliser en interne, de temps pour faire un audit en fait, sérieux et complet de toutes les actions qui sont menées, de ce qu'il faut faire également par la suite, du temps pour pouvoir identifier les bons KPI, les bons outils de mesure et pouvoir chiffrer des engagements et pouvoir accompagner aussi nos engagements dans la durée et voir où on en est et quels sont les éléments correctifs qu'il faut mettre en place. Donc il y a besoin de temps, il y a besoin de méthode aussi parce que, comme je le disais, ça peut aussi vite partir un peu dans tous les sens. Comment savoir si il est plus important de mettre en place un plan d'action dans notre usine pour réduire la consommation d'énergie ou de privilégier du sourcing plus local de nos microfibres qui sont aujourd'hui majoritairement produites en Chine. Alors évidemment, ce n'est pas du ou, c'est souvent du et c'est ce qu'on a vu également quand on a lancé cette démarche. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qui nous a permis ensuite d'accélérer vraiment notre transformation et le lancement de cette stratégie, c'est à la fois de nous être fait accompagner par la société LinkUp qui nous a permis de nous apporter cette méthode et également la création en interne d'un poste de coordinateur RSE. Ça paraît tout bête, mais c'est vrai que tant qu'il n'y a pas une personne vraiment qui a 100% de son temps dédié à ça et qui permet de coordonner l'ensemble des actions dans l'entreprise, les choses se font, mais lentement. Alors qu'à partir du moment où cette personne a été nommée, en 9 mois à peu près, notre démarche est née.
Donc, je vous propose maintenant de vous présenter rapidement cette démarche. Comme je vous le disais, c'est une démarche de progrès continu. On n'a pas fini, mais ça nous a permis vraiment de clarifier notre stratégie, de pouvoir surtout mettre des chiffres et des ambitions claires sur là où on voulait aller et ce qu'on souhaitait faire. Et on l'a du coup structuré autour de 3 grands axes. S'engager pour nos collaborateurs, s'engager pour nos utilisateurs, donc nos consommateurs, vous et moi, quand on fait la vaisselle au quotidien. Et le 3e axe qui est plus sur respecter la nature. Et donc pour la découvrir, je vous propose une petite vidéo. Le quotidien est fait de milliers de gestes. Petits ou grands, s'ils sont conjugués et multipliés, ils peuvent avoir un impact positif. Pour que chacun de ces gestes compte aujourd'hui et demain, chez Mapas Pontex, nous leur donnons du sens, avec notre démarche engagée, nos gestes protecteurs, afin de servir la protection des hommes et de l'environnement. Notre rôle de protection commence avec les gens qui nous entourent. Derrière nos gestes, on se frotte à des actions concrètes pour assurer la sécurité et la santé de nos collaborateurs. On balaye les inégalités en développant une culture de la bienveillance au cœur de notre entreprise. Notre mission passe aussi par la protection de nos utilisateurs. Nous fabriquons des produits sûrs qui leur vont comme un gant. Pour que nos gestes aient du sens demain, nous nous inscrivons dans une démarche durable visant à réduire notre impact environnemental et à protéger nos ressources. On passe l'éponge sur les idées reçues. Et oui, nous avons des produits d'origine végétale. Un plan d'action responsable à portée de main. Chez Mapas Pontex, nous voulons que chaque jour, nos actes, nos décisions, nos innovations servent la protection de tous. Ensemble, faisons de nos gestes des gestes protecteurs. Là, je vais essayer de... Ah non. On va essayer de pas recommencer. Voilà. Donc, en effet, voilà, par cette petite vidéo, vous avez pu voir la démarche qu'on souhaite travailler pour les années à venir avec des objectifs chiffrés d'ici 2025. L'idée, en fait, comme je vous le disais, c'est une base de travail pour nous. C'est une stratégie avec une ambition chiffrée. Maintenant, on sait qu'on a encore beaucoup de travail devant nous et surtout le plus gros challenge qu'on a à relever à présent, c'est vraiment de faire vivre cette démarche au quotidien. Aujourd'hui, on voit qu'on a une stratégie qui est claire, on a des KPI qui sont fixés, on a réussi à mettre en place des groupes projets aussi pour prendre à bras-le-corps les différents sujets qui nous permettront d'atteindre nos objectifs d'ici 2025. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident de la faire vivre vraiment au quotidien par tous les collaborateurs Mapas Pontex. Comme je vous disais, on est distribué d'à peu près 80 pays dans le monde. Il y a des cultures très différentes d'un pays à l'autre. On a des niveaux aussi de responsabilité différents, des sensibilités à l'écologie, à la REC différents d'un endroit à l'autre. Il faut réussir en fait à mobiliser tout le monde autour de ce projet. Donc pour ça, pour la deuxième année, on lance la semaine de l'environnement. Donc pour nous, ce sera la semaine prochaine. Et on va le mener, en fait, on va essayer de le mener sur tous les sites en même temps. Donc c'est une semaine qui sera dédiée à des actions de sensibilisation, à bien sûr l'explication aussi de notre démarche, à mettre en avant aussi tout ce qui est fait et ce sur quoi on attend chacun des collaborateurs pour contribuer à notre plan de progrès. Donc ça, c'est un premier point qui est fait. On a également le bureau de l'environnement qui a été créé à l'initiative de collaborateurs qu'on souhaiterait déployer un peu sur chacun des sites.
site. Concrètement, c'est quoi? C'est des collaborateurs qui, en plus de leur temps de travail, en fait, se réunissent pour identifier des actions qu'ils pourraient mener. Et donc, ça a permis de retirer tous les gobelets plastiques, par exemple, au siège, de renforcer le tri sur chacun de nos sites. Voilà, des actions très concrètes, très basiques, mais qui permettent aussi de faire vivre la démarche au quotidien. Donc voilà, comme on disait, un des thèmes de cette conférence était le changement d'échelle. Je pense que le changement d'échelle est encore devant nous, mais on a aujourd'hui, en tout cas, on se sent maintenant armé avec des objectifs clairs et une bonne base pour travailler dessus et faire que Mapas Montex puisse agir également au quotidien. Je vous remercie. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait en France ou plus globalement à l'international pour connaître tous ces objectifs? Oui, alors en effet, on n'a pour le moment pas du tout communiqué. Comme je vous le disais, notre communication, elle va avoir lieu en interne la semaine prochaine, dessus pour notre semaine de l'environnement. Donc c'est un peu une avant-première pour nous aujourd'hui. On va communiquer dessus, mais on souhaitait d'abord en fait mettre en place des actions, commencer à initier des actions avant de le publier de façon plus officielle et d'en faire part à tout le monde. Concrètement, ça va être relayé sur notre site internet. On va en parler aussi à nos communautés. On a la chance avec la marque Montex d'avoir beaucoup de fans sur notre page Facebook. Il y a des centaines de milliers de fans du hérisson Montex, donc qui vont nous permettre aussi de faire vivre cette démarche. Et pour le moment, on n'a pas encore prévu de communication télémassive. On n'est pas un gros groupe, comme je vous le disais, on n'a pas les investissements d'un Unilever ou d'un Procter & Gamble, mais c'est des choses qui sont en réflexion également pour les années à venir. Un des next steps, c'est vraiment de travailler notre RSM, justement. Maintenant qu'on a notre démarche RSE, il faut qu'on puisse le faire vivre au niveau de la marque. Et c'est une stratégie globale que vous appliquez localement ou vous intégrez à la base des stratégies locales pour créer cette stratégie globale? Alors, en fait, on a, dans l'audit notamment, on a pris en compte tout ce qui a été fait à peu près partout, et que ce soit pour nos produits qu'on fait dans nos usines ou que ce soit aussi pour les produits qui sont outsourcés, parce qu'on a quand même quelques produits qui ne sont pas forcément faits dans nos usines. Donc, c'est une démarche globale qui part d'un constat en fait, d'initiative locale et qu'on souhaite maintenant redescendre au niveau local pour qu'il soit vraiment vécu à tous les niveaux. Mais à la base, c'est une initiative quand même globale sur la base de... Enfin, c'est une démarche globale qui doit être appliquée partout dans tous les pays. Alors, si vous comptez les usines, etc., Olivia, est-ce que tu as en tête... On est plusieurs milliers de collaborateurs quand même. Je n'ai pas le chiffre en tête exact, mais... je pense qu'on doit être 2000 ou quelque chose comme ça, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de personnes... En fait, on a plusieurs usines. À Beauvais, comme je vous disais, qui est notre plus grosse usine d'éponge. On a des usines en Europe sur la partie récurrent du grattage. Et on a des usines en Malaisie pour les gants. Une question pour vous et pour LinkUp. Est-ce que, comme vous mettez un objectif chiffré à 2025, est-ce que ça veut dire que ce n'est pas pertinent de faire des points d'étape d'un objectif qui sont chiffrés avant ? Si, tout à fait. En fait, on communique sur notre objectif à 2025, mais bien sûr, nous, on a des plans de progrès avec du monitoring en fait, au fur et à mesure des années. On sait qu'on ne pourra pas tout atteindre en un an. C'est pour ça qu'on a mis cet objectif à 2025 un peu ambitieux sur chacun des critères. Mais il y a des sujets où on part de zéro. Il y a des sujets où on est déjà bien avancé. Et on doit se mettre en place, bien sûr, ce plan de route. Et je pense que c'est hyper important de se faire des points très régulièrement. On a mis en place aussi, j'en ai pas parlé, mais un comité de pilotage avec la direction tous les mois, où justement on regarde ces différents indicateurs pour voir où on en est, là où il faut qu'on accélère, les freins qu'on peut rencontrer, que ce soit en interne ou en externe. Et on peut communiquer sur les plans d'étape aussi. On peut expliquer que c'est, comme fait très bien Marianne, que c'est une démarche de progrès. L'objectif final, pas final d'ailleurs, parce qu'il peut y avoir une étape à 2025, mais entre-temps, on peut aussi communiquer en toute transparence sur là où on en est et faire un point aussi avec ces différents articles. Et
on refait un pont avec le changement de comportement, il ne faut surtout pas décourager. Donc, dans les feuilles de route ou les étapes, une première étape, c'est déjà de rassembler les parties prenantes, de bien avoir défini justement ses objectifs, ça peut être aussi une étape. Et ensuite, de se donner aussi des petites victoires, parce que si on a l'impression qu'il faut absolument gravir la montagne, qu'on pourra sans doute faire, parce que souvent on a des surprises dans l'accélération, il faut vraiment qu'on puisse se donner aussi des objectifs atteignables, considérés comme atteignables dans un premier temps, pour ne pas démotiver les autres. Oui. Entre la volonté de vouloir écrire une démarche RSE et le moment où vous écrivez la stratégie, quelle a été la méthodologie? Vous avez fait des audits internes, Oui. Alors, au début, comme je vous disais, il y avait une volonté, mais on ne savait pas trop comment s'y prendre. Donc, ça a mis un peu de temps, où on a un peu tâtonné au départ, et puis ensuite, on a décidé de se faire accompagner de LinkUp pour justement avoir une méthodologie assez claire. Et je pense que LinkUp sera plus à même que de vous l'expliquer que moi, mais il y a une méthodologie très très simple en fait à appliquer, mais qui est assez forte, qui permet en fait, qui commence par un audit assez lourd, hein, assez lourd, mais finalement assez simple à mettre en place, et qui permet de montrer en fait ce qu'on fait déjà de bien. Et donc des forces sur lesquelles on pourrait déjà communiquer si on le voulait et qu'il faut qu'on conserve à tout prix. Les zones à risque, c'est-à-dire des choses où on ne peut pas communiquer d'un point de vue RSE tant qu'on n'a pas résolu ça, parce que ça peut nous revenir en coup de boomerang demain. Et puis les choses qu'on ne fait pas encore, qu'on pourrait faire, qui sont plus des axes de progrès. Et en fait, cette méthodologie nous a permis vraiment de structurer la démarche. Et entre ça, plus le fait qu'on a eu un coordinateur RSE qui a été nommé, ça nous a permis du coup en 9 mois d'avoir quelque chose d'abouti. Alors qu'au début, comme je vous disais, c'était un petit peu à tâtonnement. J'ai une toute petite question. J'ai bien compris que les gants, c'est à base de latex, que les arbres, j'imagine, qui vont produire le latex, vont être issus de forêts éco-gérées. En revanche, question que je ne m'étais jamais posée sur les éponges. Oui. Non, alors les éponges, c'est fait en... Mais je pourrais tout vous expliquer, je suis passionnée d'éponges, j'en dirais pas comme ça, mais, mais les éponges, c'est fait à base de pâte de bois. Les chines, c'est les microfibres, c'est fait à base de polyester ou de polyamide. Et donc, on utilise de plus en plus de polyester recyclé dans les microfibres pour réduire l'impact environnemental. Mais les microfibres, vous savez, c'est les chiffons, c'est pas les éponges. Française. MAPA, c'est M. Marais et M. Paturel, et Spontex, c'est la contraction du mot sponge et textile, et c'est deux entreprises qui ont fusionné il y a longtemps, qui appartiennent au groupe Total, et qui ont été revendues maintenant à notre actionnaire et américain. Mais c'est deux entreprises françaises qui ont été rachetées par un groupe américain. Et la production vient de quelle zone du monde? Alors, ça dépend des produits, majoritairement en France. Toutes les vos éponges sont fabriquées à Beauvais. Toutes les éponges Spontex. Et sur la partie gants, comme je vous disais, plutôt en Malaisie, puisque l'EVA qui produit le latex, qui produit le latex naturel, vit en fait en Asie du Sud-Est. Exactement. Toute petite dernière question à Annabelle. On parlait tout à l'heure de l'impact sur les prix pour les consommateurs, puisque effectivement c'est beaucoup d'investissement comme vous l'avez dit. Est-ce que dans le cadre de votre stratégie marketing et de prix, il y aura un impact justement sur ce consommateur pour acheter ce produit? Non, alors on a aujourd'hui, on fait pas des produits de luxe, hein, on fait des éponges et des gants. On a quand même des gammes de prix au sein de nos catégories, tout à fait. Et c'est vrai qu'on a des produits qui coûtent plus cher à produire parce que plus vertueux. Donc mais à chaque fois, on a le souci quand même aussi d'avoir des gammes. On a par exemple une gamme économique, une gamme entrée de gamme, dans laquelle vous pouvez trouver des produits à base de fibres recyclées. En fait, c'est pas toujours incompatible. Parfois, on arrive à avoir des produits éco-conçus qui sont pas forcément plus chers à faire. Donc, c'est pas toujours incompatible. Et non, pour être tout à fait transparent, ça va être on est sur des marchés ultra concurrentiels avec la marque distributeur aujourd'hui. Ça va être difficile de répercuter sur nos catégories de prix 100% des investissements. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'investissements, par contre, industriels à faire, et packaging notamment, si on veut éliminer nos flow-packs plastiques actuels. Oui, alors la durabilité, c'est...
Oui, la durabilité, c'est déjà des choses qu'on travaille depuis longtemps parce que c'est une des attentes consommateurs, donc même en dehors de la RSE, entre guillemets, c'est quelque chose qui est travaillé et c'est un des axes de recherche et développement. Donc, on a des produits de plus en plus durables sur les différentes technologies. Donc, oui, en effet, ça fait partie de nos réflexions. Mais nos réflexions, là, actuelles, sont plus sur le packaging, comment faire pour trouver des packagings qui soient réutilisables ou des packagings ou pas de packaging. Voilà, donc on a des réflexions sur ça. On est en train de proposer des alternatives à la distribution sur ce thème-là. On travaille beaucoup sur l'éco-conception des produits, donc vraiment sur les matières premières qu'on utilise pour avoir le moindre impact possible. Voilà, c'est principalement les thèmes qu'on travaille aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup.